Donc j'invite Taï Wainwright, qui est associé professeur en histoire de l'art au Bard Graduate Center de New York. Ses recherches sont liées surtout à l'art et à la culture matérielle en Europe et dans le bassin méditerranéen, donc au Moyen-Âge. On connaît, évidemment, je connais votre ouvrage sur les objets en bronze au Moyen-Âge, publié en 2016 aux presses universitaires de Cambridge. Et je crois que très récemment, vous avez été commissaire d'une exposition sur les objets votifs qui s'est terminée en janvier de cette année. Il intervient aujourd'hui avec une communication intitulée donc, « Les mentalités de l'objet médiéval ou faire des choses avec des choses, Medieval Object Mentalities or Doing Things with Things ». Je lui laisse la parole. Thank you very much. And this is the remote control. Does it work? Yes. Okay. Thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. Thank you for the organizers, Isabelle, Nathalie, and Suzanne, for all that you've done to make this thing happen. There's a danger of repetition because we've been speaking almost all day long. So I'm trying to do it. We'll see how it goes. To start a paper in a conference on art historical cross-cultural exchange between France and the United States with a poem seems just right. And when at dawn the day scattered the shadows, softened Argila, and warms with the first sun that grows round with its abundantly familiar appearance. He covers it with wax and conceals the wax with sand, and together with the harmless fires, he soon collects it, measuring it, the scale, its satisfactory, with the weight of the balance. When these things are done, he recollects, and he's mindful of the profit through which he flourishes, rejoicing in our verdant temples. With both hands, he blows out everything through the bellows. He clears the form of wax and refills it with metal. After some space, he removes some time, he removes the dish from the roasted ceramic, and with a curved iron, he steams apart a new likeness, and he unites the venerable token with your hands. The poem, which I recently discovered, never translated or investigated before, was written by Audarus Mordicus, a monk from Saint Martin in Tours. It deals with first and foremost the act of making, and secondly, with the act of casting an object that is no less than an effigy or a likeness. The poem appears in Mordicus' Fons Vitae from about 845. The rich poem describes very clearly, almost in unprecedented manner, the process of lost wax casting. It is only parallel to such descriptions found in technical manuals such as the Diversis Artibus, written almost 300 years later, which describes, for instance, the casting of a bell. As such, our poem presents a first-of-its-kind medieval description of technique and technology, but not set as a technical guide, but rather as a poem. More so, for us art historians centering on early medieval art in France, one thing comes out clearly from the poem, and that is the production of effigies cast in bronze. Such are the later tomb of effigy of Rudolf von Schwaben and the head reliquary of St. Mauritius in the monastery of St. Maurice in Vienne, which is dated to the second half of the 9th century and recorded in the writings of Nicolas Claude Fabry de Peresque. Last but not least, in this moment is most likely the most famous effigy in medieval France, now dated to the mid-19th century as well, and this is this sculpture of a rider, and I will get to it in a second. Through these objects and poem, I would like to wonder on the following. How we scholars working in American academic sphere were influenced greatly by French scholarship in practice and generated eventually a very specific form of engagement with the medieval object, with material and with technique. The crystallized moment, which we in the US come to define as the material turn or the object turn, I argue, is a synthesis of two different practices which were present separately in each continent and through transatlantic cross-cultural interactions became eventually these two terms. That is to say, what we now call the object term, which is becoming very popular, or the material term that is becoming very popular, is really
a result of this discourse between France and the United States. My own figurations as an art historian were made through that of the American-French synthesis. From these two modes of thinking, the American, which is set on the contextualization and the centrality of the works of art that are scrutinized under notions of event-based history, either history of patrons of patronage or history of events such as war, crusades, and revolutions. And I'm showing you, I just chose the famous book of Linda Zeidel, in which she shows famously the Gibel Derzus of Otan is not the artist, but rather the patron. So this type of art historical, American art historical interpretation. The other, the French, which for me always seems to be focused on the human, on the anthros. And here I'm showing you, of course, the father of the Annales School, Marc Bloch, and his book on Scrofula, which deals exactly with the reception of the king, or the reception of the king as miracle-working king in the Middle Ages. Just as a note, and this is something that I saw from the morning discussion this morning, to talk about America and France with excluding Germany is almost impossible. But here you also see the difference between things like the Annales School and Marc Bloch and things like Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich II, Friedrich II, which is, again, a little bit more American-style, event-based, biography-based analysis. I think that if you look at the center of the frontispiece of the book of Kantorowicz from 1927, it has a little swastika, which reminds us that a lot of the story that we're talking about today, especially in relation to the United States, is a story of refugees. And the refugees coming out of Europe to the US and making something new. Anthropologie des images, or anthropology of images, is not really a term that could be developed in the Anglo-American circles of thought, because the anthros in the English-speaking world relate primarily to the academic field of anthropology. As Chris Wood has noted, when we in English said that something is not logical, we do not necessarily refer to the subfield of philosophy known as philosophical logics, and we do not necessarily allude to Gottlieb Frege or Bertrand Russell. At the same time, the possibility of us in the United States to discuss the anthros in Anglo-American academia without referring to the field of anthropology is almost impossible. In France, and in brackets in Germany as well, the anthros, and as such the anthropology of images, are possible as means to investigate the human reception and effect of images by centering on the human. French historical writing, and primarily that of the Annales School, and French sociology offer the American art historian a gateway into the human, so to speak. By focusing on these two terms, the histoire de mentalité, histoire de représentation, and later on the habitus, and by centering on French art production around our poem, I hope to show how the synthesis of the American and French scholarly practices have led us and me to where we are today in the two most influential modes of thinking in medieval art history in the past decade, that is to say, the object term and the material term. My own interest in all of this comes from my upbringing and scholarly formation. First in Tel Aviv University, in the department heavily influenced by the Annales School and the works of Bloch, Brodel, Duby, Ladouret, Le Goff, and Schmidt, as well as the heavily French-influenced education I received at Johns Hopkins University, where teachers like Louis Marin, Marcel Detienne, Alain Bureau, and their American counterparts, Stephen Nichols and Gabi Spiegel, have all casted rigorous French modes of thinking and habits into my own daily practice. As some of you know, Johns Hopkins University has hosted the first ever American Structuralist, Post-Structuralist Conference in America in 1966, which included speakers such as Foucault, Lacan, Derrida, Kristeva, Vernon, and Barthes. And so, in many ways, growing up at Hopkins meant being immersed first and foremost in American manner of studying medieval art, and at the same time constantly checking and verifying my research conclusions with the vast assemblage of French thought regarding history, time, place, object, and most of all, the place of the human, the anthros, in my conclusions. And this poster was made in celebration of the same famous conference in 2017. Since I'm not very good with numbers, I don't know, it was a, I guess, celebration of 60-something years for that famous conference from 66. But now let us go back to the pièce de résistance, to the poem.
The poem is most of all a technical manual, but not a technical manual, but rather a poem. As such, we may assume it was recited on various occasions. It was a public text with audience, so to speak, and more so, and more than it tells us about the author and his potential intentionality, it informs us about the poem's public. For the poem itself presented a manner to represent technique in form and practice. As such, it could be viewed as history of representation. It shows us very clearly how people thought about and classified the world around them. If we look at the poem as a cultural document not documenting an event and not even part of teleological history of technology, but rather a unique moment in the history of France in the 9th century, then the poem would offer us a way to think of the manner in which people have perceived art in the Carolingian era. Not the taste of the elite as it is expressed in artistic commissions, but rather the taste which lies between a monk engaging in poetic writing in an environment where understanding of technique and the reception of bronze artifacts coexist within a shared field of creativity. The history of mentalities, or the history of representation, offers the scholar an ability to think of the poem as an image representing a human attitude toward making, rather than a literary work which serves as a metaphor for something else. Audaus Modicus was also the author of another set of works. As argued by my own advisor, Herb Kessler, and I'm happy there's another Herb Kessler student today with us, Anne Edeman, and as argued by our advisor, I should say, Herb Kessler and Paul Dutton, Modicus was also the one producing the tituli, or the coronation captions, for the first Bible of Charles the Bold. We have then a poem which engaged with technical creation, written by the same poet who masterminded the tituli celebrating the coronation of the emperor, here it is, of the emperor Charles the Bold. I have no time to go into the complexity of the tituli program and its relations to the coronations of Charles the Bold, and for those of you who are interested, you should go and check the book by Kessler and Dutton. But I would like to emphasize that our unpublished poem was produced by the same poet and at the same moment and in the same monastic environment, which must mean something for all of us thinking about art and art practice. Another text, written at the same period, complicates a little the issues regarding the relations between making, history, and poetry in the context of mentalité, or annalskum. The Chronicles of the Abbey of St. Vandril tells us similar story about making of an object. Then the same dean, when this basilica was built, instructed a skilled craftsman to make a bell, which was to be placed in a little tower, the same basilica, as was the custom of the churches. While the craftsman attempted to complete the work assigned to him, at the urging of foe of mankind, he stole some of the metal from which the device ought to have been made, and he put some of the in the cauldron to liquefy, so the supply of metal was deficient. And when this diminished supply of metal was cast into the same mold which the future bell was anticipated, it was mishappened by the deficient supply of metal that had been stolen before as it was liquefied and not returned. Nevertheless, the bell was put on the tower, so whatever hour of the day it was accustomed to give forth its sound, the aforesaid craftsman who had secretly taken the metal was turned to madness and was wont to give out senseless words and barking in the manner of a dog. Here the text is not about making an effigy, but rather a casting of a bell, made in the same technique as so particularly described in our poem. The story tells of a moral consequence of stealing metal intended for the fabrication of a church bell. As in the poem, this text was also regarded as a public one, a public text. Written as part of Chronicles, this story we may assume had great public reception, making it almost a public monument in itself. We have then a story which coexists as a representation with an actual object such as that of church bells. And this is not the one, this is the first surviving lost wax casting bell we have existing today, and it's in the Vatican. At the same time, we have a poem written by a poet
who composed the tituli to the greatest coronation Bible of Charles the Bald. Charles the Bald, we now believe, has also commissioned this miniature portrait of his grandfather, Charlemagne, and offered it to the treasury in Metz in the mid-9th century, soon after his coronation. Both Bible and Rider were offered to the cathedral in the late 860s as part of the coronation of Charles the Bald itself. We have then two objects and two texts from the same period displaying a thick text or a mentalité or an idea of a mental image of what could be regarded as an attitude toward or medieval mentality toward casting an effigy or and making in 9th century France, or making a bronze object in 9th century France. Rather than having deterministic history written regarding the history of objects, we have a mentality or representation of what attitudes toward metal casting could mean. The mentality or the history of representation, which were perceived in the US as primarily part of a historical practice, were conducted in France and in Europe as part of the historians of art tool. This trend of dealing with the human reception eventually trickled to art history in the United States, and today most studies dealing with cult of saints, medieval devotion, miracles, and reliquaries could be seen as deriving their inspiration from the very basic practice of history of mentalities or history of representation, in which not the major historical event, not the war or revolution, and not the change of regime are an actual driving force behind the production, the consumption, and the attitude toward the work of art. It is rather the human attitude toward the objects that drives forward the narrative in these art historical studies. Here I would like to add that another thin line, there's another thin line that connects French thought and American medieval art, and this is the shared interest in folk and folklore, which is again another interest, another key interest in our way or cross-cultural exchange, if you will, between French and American art history. Again, the interest in the anthros. Our Bell and Rider, our poem by Modicus and the tale from Vandril, all were created in small spaces of productions where artisans, scribes, poets, and intellectuals resided, sometimes engaging in two types of activities at once. These spaces and environments are of great interest to the medievalists because, so we think, a shared environment could lead to shared thinking and to shared ideas that then could lead to shared practice, which will generate to us scholars a shared attitude toward image and object. That shared attitude lies in our desire to find a way to juxtapose images and texts, a task that could never reach perfection. For us medievalists, the term habitus comes to do exactly that. It operates as a deus ex machina for the juxtaposition and alignment of text and image. More so, as American art historians, we are fascinated by the term as it was developed by Pierre Bourdieu in the postface of the French translation of Erwin Panofsky's Gothic architecture and scholasticism. In Gothic architecture, when discussing the relations between scholastic thought and Gothic architecture, Panofsky clearly states that he is interested in parallel structures rather than mere influences, in order to show that there is an eternal unity between Gothic architecture and the architecture of the great scholastic Sumai. This indicates not a mere zeitgeist, but rather a unity of mental habits which can develop only in a defined geographical environment, in close architectural space, and in a unified period of time. These mental habits, as Bourdieu calls them, are habitus, a term that he himself borrows from Thomas Aquinas. Bourdieu further states, however, in addition to this, by using the scholastic concept of habitus to designate the culture instilled by school, Panofsky shows that culture is not just a common code or even a common repertoire of answers to common problems, or a set of particular and particularized forms of thought, but rather a whole body of fundamental schemes assimilated beforehand that generate, according to an art of invention similar to that of musical writing, an infinite number of particular schemes directly applied to particular situations.
It is also because the looseness of the term that the habitus has become and is becoming a useful art historical term. Schemes, practices, and habits are terms hard to define, especially when studying the Middle Ages, maybe because they are wobbly, open, and easy to use. At the same time, they offer us a way to juxtapose word and image in a non-committed manner, a way in which sometimes most suitable for the medieval art historian and for the studying of the medieval work of art. Now, I think I'm running out of time soon, but I would like to emphasize how important the dialogue between French and American thought is regarding art, and especially medieval art. I will not have time to delve into the reception of Bruno Latour's work in medieval art in North America and the work medieval scholars are doing with his concept of the actor network theory in studying medieval works of art, and especially objects. The development of what we now call in the United States, what we call object-oriented ontologies, come from the same type of works and offer both researchers and students of medieval art new ways to think about things. We should see the influence of the work of Bruno Latour on medieval art historical practice in North America as a third wave, in a sense, which follows that of the Annales School and the work of sociologists like Bourdieu. Just in conclusion, I would like to draw the attention to the following. We may very well argue that what has come to be known as the object turn in American art history is part of a long dialogue with French thinking and scholarship regarding history and sociology. If most studies centering on objects in Anglo-American world were the lion's share of museum curators, French thought and practice offered a gateway to handling and thinking material artifacts in a different manner, and this is basically by centering on the anthros, or what we in the United States sometimes call history of reception. Because of the academic structure of the American university, the complete separation between social sciences, where the departments of anthropology and sociology reside, and the humanities, where the Department of Art History reside, French thought and practice has offered a gateway to those in the humanities to use sociological and anthropological tools for the investigation of the work of art. Terms such as mentalité, histoire de représentation, habitus, and actor network theory all offer art historians images or representations of historical reality that are useful even if a problematic tool for the juxtaposition of image and image, or image and text. Our poem and rider are two effigies created at the same moment and most likely in the same habitus, and they are indicatory of mentalities and attitudes toward making object art and spectatorship, which are different from the intimate yet authoritative works of the book dedicated to Charles de Bold. However, together, they all present the potentiality found in French historical practice and American generative attitude toward material things, objects, and art. Thank you very much. Merci pour votre communication. Donc j'invite Jean-Marie Guillouette et Laura de venir nous rejoindre pour les questions sur les... Peut-être... Questions. J'ai une question assez simple pour Laura et Jean-Marie. Effectivement, Laura a montré
l'influence profonde des études françaises sur son travail. Et Jean-Marie a montré qu'il n'y a pas beaucoup d'influence entre les, si j'ai compris, entre les personnes avec lesquelles il a travaillé pendant des années. Et je me demandais si vous pouvez parler ensemble, à haute voix, de parler de cette différence. Oui, alors je peux peut-être juste dire une chose. Le constat est celui-là, celui que j'ai tenté de montrer, c'est qu'effectivement, les textes montrent qu'on ne se cite pas. Bon, c'est le constat dont on est obligé de partir. C'est-à-dire que c'est un constat factuel. Je pense que la différence tient au fait que, malgré tout, le dialogue, si un dialogue se joue quelque part dans la relation franco-américaine, pour le dire simplement, c'est au niveau des autorités. C'est pour ce qui est des autorités. C'est-à-dire que je pense qu'à l'inverse, si à la place des auteurs, des intervenants de nos 3 journées, on avait eu Jean-Claude Schmitt, Bachet, Damisch, ou des noms plus prestigieux encore des périodes antérieures, là, ils auraient été présents partout. Ils auraient été cités en rouge partout. Là où la communication ne se fait pas, mais Laura dira peut-être des choses de ce point de vue-là, c'est dans la connexité de la même génération, au sein de la même génération, en quelque sorte, de chercheurs. C'est un peu à ce jeu-là qu'on ne trouve que de la connexion et pas du dialogue, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Mais par contre, Laura fait un constat qui est un peu différent, parce que c'est une question de citation d'autorité, en quelque sorte. Enfin, d'auteurs qui ont forgé des concepts, qui sont acceptés, qui ont déjà fait leur temps, enfin, qui ont déjà fait leur chemin. Oui, moi je dirais, enfin, encore une fois, en étant très très bref, c'est des choix personnels de méthode. C'est une différence de parcours des historiens d'art aux États-Unis, où on est formé pas en étant médiéviste d'emblée, mais étant formé comme historien d'art. Donc justement, on a plus d'accès aux méthodes dans les autres domaines. Et puis, pour revenir à notre présentation de ce matin, c'est aussi une question de privilège. J'ai eu le privilège de venir passer 5 ans en France pour écrire ma thèse. Et ça, ce n'est pas possible pour la plupart des étudiants en France pour des raisons institutionnelles. Si vous permettez, je voulais aussi peut-être essayer de voir aussi, c'est quelque chose en vous écoutant, peut-être tous les 3, mais qui m'est venu, c'est peut-être aussi cette forme aussi de ce dialogue. Vous parliez, moi je l'ai vécu aussi, de fait d'être sur cette île, presque enfermé, et de pouvoir mener ce dialogue qui est un petit peu comme ça, libre, vous a apporté beaucoup dans ce que vous aviez dit. À Richer, les ateliers, oui. Voilà, c'est sous vrai, cette ouais. forme-là, me semble peut-être plus productif finalement que des grands colloques ou des choses comme ça. Moi, je l'ai vécu avec les journées sur les émaux, organisées par le Louvre, où on est là fermé au musée du Louvre seulement pour une journée, mais qui est extrêmement riche, puisque chacun apporte, dans sa langue, hein, d'ailleurs, pas forcément qu'en français ou en anglais, chacun apporte quelque chose, sans forcément avoir ces éléments académiques. Alors je me demandais si justement cette nouvelle forme peut-être de dialogue pourrait peut-être apporter des fruits peut-être plus riches qu'un colloque qui est un petit peu institutionnalisé, même si je crois que les organisatrices de ce colloque ont voulu justement ne pas avoir ces bornes un petit peu académiques du colloque. C'était voilà. Oui, on peut supposer, on peut l'espérer en tout cas, que des nouvelles formes, des nouvelles procédures servent à enclencher le dialogue. Aujourd'hui, en effet, ça marche moins, en effet, sauf des situations comme ça. Oui, et j'ai parlé de cette semaine pour commencer ma présentation, mais cette semaine s'est suivie de plusieurs années des échanges très riches et profonds. Moi, j'avais demandé de faire un constat, parce qu'en effet, Anne Orange et moi, on a déjà expérimenté d'autres façons, d'autres modes d'échange et de développement. On a organisé un atelier qui était entièrement privé, donc il n'y avait pas d'assistance, entre doctorants et en fait des étudiants en master aussi, et professeurs, donc chercheurs et professeurs, chercheurs enseignants et postdoctorants.
et avec une structure très très ferme de présentation avec donc des travaux circulaires en avance, des réponses très suivies. Et on a trouvé que ça a très très bien marché. C'est énormément de travail, donc ça exigeait un financement pour faire voyager les gens, mais aussi il y avait des générations mélangées. Et je pense que aux États-Unis, en termes du développement des enfants, de l'enfant, on a l'idée de early intervention. Je ne sais pas comment on dit en français, early intervention. C'est-à-dire il faut intervenir à une étape, une phase très, très, très précoce. Alors là, c'était early intervention parce qu'on avait des jeunes et on a fait un atelier bilingue qui a très bien marché. J'ai aussi organisé un projet de 3 ans entre la Sorbonne, enfin Paris 4 et Columbia. Pendant 3 ans, des étudiants ont fait des ateliers de 2 semaines, enfin 4 semaines en tout, pendant chaque année, aussi bilingue, aussi des échanges avec des générations diverses, variées, et ça a très bien marché. Donc je pense que les nouvelles formules seraient peut-être une solution. Je voulais passer à un Orange qui s'est rapproché. Je peux ajouter un petit quelque chose. Oui, j'ai aussi pensé à ce projet qu'on mène en commun avec Suzanne. Et en écoutant ce que tu disais, Jean-Marie, j'ai fait la connexion entre les deux en me demandant une chose par rapport aux résultats de cet atelier qu'on a fait l'année dernière, où les étudiants étaient vraiment très, très réceptifs, parce que c'était vraiment basé sur un dialogue très construit en amont. On a fait circuler les papiers et chacun a écrit une réponse avant la tenue de l'atelier. Donc tout le monde avait tout lu avant, ce qui donnait le temps de réfléchir à ce qu'on allait pouvoir dire, et puis avoir les références bibliographiques éventuellement complémentaires. Mais la question qu'on peut se poser, et ça on ne le saura que dans le futur, c'est si dans les travaux finaux de ces étudiants, qui étaient pour moitié nord-américains et pour moitié français, est-ce que ça va se traduire? Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est apporter notre regard avec des suggestions, des ouvertures, mais moi-même, j'ai pu dire des choses qui m'ont été inspirées par des publications plutôt anglophones. C'était vraiment des réactions liées au sujet qui nous étaient présentées. Et on n'était pas chacune représentante de notre domaine historiographique en termes linguistiques non plus. Dans le sens où on a aussi des habitudes de lecture, Suzanne et moi, qui sont avec beaucoup dans cet échange. Mais il y a quand même une question qui se pose, et ce que tu as soulevé, je pense vraiment pointe quelque chose de presque douloureux, parce que est-ce que vraiment, dans la bibliographie des thèses qui vont en résulter, parce que grosso modo c'est ça, on pourra constater qu'il y a de la part des étudiants et des futurs docteurs américains de véritables lectures, c'est-à-dire quelque chose qui a mûri dans la suite de cet atelier, des lectures dans une autre langue. Parce qu'il y a aussi la question de la langue, même bon, lire en anglais, ça paraît une évidence pour tout le monde, mais ça suppose aussi, de la part des anglophones, aussi une ouverture à une langue, au français, à l'allemand, à l'italien, qui n'est pas forcément évident. Est-ce que vraiment ça va se traduire en termes d'appareil critique? Oui. Oui. Parce qu'on a beaucoup échangé, ça c'est certain, mais est-ce qu'en termes de lecture, de construction d'un appareil critique durable, surtout dans le cadre d'une thèse où c'est quelque chose qui a en fait une portée à très très long terme dans une vie d'universitaire, est-ce que ça va fonctionner? Une dernière chose, je voulais dire, on a un manque du point de vue institutionnel des possibilités de co-tutelle. Donc souvent, quand on demande aux universités américaines, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les universités américaines, mais quand on demande des co-tutelles de thèse, on ne peut pas répondre, on ne peut pas les faire. Donc je pense qu'aussi, c'est quelque chose qui va empêcher la réciprocité. Donc vous avez évoqué le manque, l'échec de réciprocité. Je rajoute juste pour continuer ce dialogue, parce que je crois que parfois, et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Jean-Marie, parfois, en fait, l'appareil critique ne reflète pas entièrement, en fait, la manière dont on conceptualise les choses. C'est-à-dire qu'il y a des livres ou des articles qu'on lit auxquels on ne fait pas référence, mais qui sont extrêmement forts d'un point de vue de la structuration de notre pensée et la manière dont on réfléchit, dont on se projette. Pour ne parler que personnellement, je pense que je ne cite pas très souvent Herbert Kessler, mais il est là. Je veux dire, en tant que spécialiste d'iconographie, en fait.
Non, tout à fait. C'est un biais supplémentaire à l'analyse que j'ai proposée, c'est tout à fait juste. Et c'est lié au fait lié à un statut disciplinaire que l'histoire de l'art est peut-être. Les travaux d'histoire de l'art sont peut-être plus que dans d'autres disciplines surdéterminés par l'objet, plus que par la méthode. Et en histoire, on cite moins aisément ce qui concerne dans un article, exactement l'article, mais on cite moins un ouvrage en histoire de l'art, une référence un petit peu extérieure, mais méthodologiquement pertinente pour la démarche, qu'on ne le fait en littérature, qu'on ne le fait en histoire, qui sont moins surdéterminés par l'objet que la discipline, d'après ce qu'on pourrait... Et ce qui explique effectivement ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ça n'apparaît pas dans l'appareil, et pourtant c'est là. C'est ça. Oui. Mais Et parfois, quand on fait une thèse, on a besoin de recul fort important pour se rendre compte aussi ce par quoi on a été influencé. On l'a bien vu quand on a commencé à organiser ces journées. On aurait souhaité au départ qu'il y ait des interventions en fait de doctorants aux jeunes docteurs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était difficile parce que justement être capable, quand on est en doctorat ou qu'on a juste fini sa thèse, de revenir sur le cadre conceptuel ou les cadres théoriques qui nous ont permis de penser, il faut du recul. Enfin, il faut encore du temps. Bon, je crois qu'il y avait une autre question de Xavier. C'est une réflexion à propos de ces interventions et surtout de celle de Jean-Marie. Évidemment, on est en train d'aborder un certain nombre d'autres aspects complémentaires de comment faire de l'historiographie. On a parlé des comptes rendus, on a parlé des notices nécrologiques, on pourrait parler des préfaces, tout un certain nombre d'aspects dans lesquels entre la personne, historienne de l'art ou quelle que soit la discipline. Alors évidemment, les citations bibliographiques, les bibliographies, c'est aussi, comme les bibliothèques privées des chercheurs, c'est aussi un moyen de faire de l'historiographie. Mais attention, parce que je crois que vous idéalisez les notes en bas de page et les bibliographies, qui sont conditionnées bien souvent par deux choses. Une, l'école, c'est-à-dire par l'école de pensée, qui fait qu'on cite ceux dont tu parlais, ne citeront jamais les autres. Je ne sais pas si on comprend qui sont les autres et qui sont ceux-là, sinon je le dis clairement, et le contraire. Moi, j'ai été formé dans un milieu où on ne citait jamais un certain nombre de personnes, et je vous rappellerai une anecdote qui circule dans notre milieu depuis toujours. Damisch se plaisait, lorsqu'on a créé la Revue de l'Art, se plaisait à dire, là où on voulait bien l'entendre, que Chastel avait dit, ou avait donné comme instruction à la Revue de l'Art, que de Damisch, on n'en parlait même pas mal, même pas en négatif. Donc, les notes en bas de page sont donc conditionnées, à mon sens, pour deux raisons. La première, celle-ci, une question d'école, et puis alors après, les questions personnelles. Vous savez bien que dans notre milieu, mais pas uniquement, chez les historiens c'est pareil, chez les littéraires c'est pareil, on ne cite pas telle personne parce qu'il est parti avec votre épouse. Comprenez, voilà. Je le résume comme ça, voilà. Donc c'était pour te dire que... Non mais tu as certainement raison. Ce qui me semble-t-il, change pas l'effet que ça produit. C'est-à-dire que l'effet est celui, l'effet historiographique est celui cité, et celui des noms cités en note de bas de page. Que les raisons de la citation soient celles-ci, la femme qui s'en va, ou le maître avec qui on est en désaccord, produit le même effet historiographique en quelque sorte. Il faut, mais ceci étant, mais je pense qu'il faut faire, effectivement, je pense qu'il faut aller encore plus dans le détail et effectivement étudier les micro-relations ancillaires même, allons-y. Ouais. Et même... Exactement. Oui, tout à fait. Oui, donc juste une petite question pour Jean-Marie, mais non pas pour relancer le débat. Après que j'aurais précisé que les interventions de nos trois collègues, articulées les unes avec les autres, ont aussi, à leur façon, expliqué la raison pourquoi j'avais pensé judicieux de poser l'historiographie en termes d'égo-histoire.
C'est-à-dire que, merci d'être notre poil à gratter préféré, Jean-Marie, et c'est vraiment très très intéressant d'avoir ce contre-champ, mais il me semblait au départ, et d'une certaine façon vous l'avez confirmé, que ce qui se joue relève des décisions personnelles, hein, dans la capacité d'ouverture, hein, et aussi dans la capacité de l'autre et donc de l'altérité à se présenter comme recevable. Donc on n'est pas dans des logiques d'exclusion, on n'est pas dans des logiques d'école, on est vraiment dans des logiques de construction d'une pensée propre dans l'attention, l'ouverture, la captation de l'altérité. Donc Jean-Marie, juste une toute petite question. Si j'ai bien compté les carrés, mais peut-être que j'étais loin ou que je ne sais, ou j'ai pas bien compté. 7 ans, 3 citations étrangères pour 16 nationales, pardon, contre 6 années suivantes, 8 étrangères contre 18 nationales. C'est presque un triplement de la citation de l'autre, hein. Oui, non, alors, je suis un peu dans le ratio. Gagner en quelques années une multiplication par 3 des citations des collègues étrangers, moi, j'y vois plutôt quelque chose de positif. Il faudrait reprendre mes comptages, ça doit être un petit peu moins, mais il y a un biais qui explique ça, c'est qu'il y a 2-3 jeunes chercheurs qui n'ont rien publié avant, et qui ont beaucoup publié, après sur la deuxième période. Et donc ça introduit un biais important, et c'est surtout ces 3-là qui interviennent. Donc c'est pourquoi. Mais ceci étant, c'est une remarque juste. Même si c'est un tout petit peu, c'est un mieux qu'avant. Non, c'est mieux qu'avant. Pour ça, je ne suis pas absolument négatif. Hein. Je dis, on aurait pu s'attendre à avoir une citation, un bouleversement, c'est pas le cas, mais c'est mieux qu'avant. Et pour Itai et Laura, l'un et l'autre ont posé leur relation aux écoles plurielles, hein, françaises, dans des termes qui étaient différents et qui m'ont un peu surprise, et sur lesquels j'aimerais qu'ils reviennent si c'était possible. Laura régulièrement a parlé d'approche d'historienne et non pas d'anthropologie, alors que c'est du Gaume auquel tu faisais référence, alors que Itai, lui, a vraiment posé la sociologie et l'anthropologie. Donc, est-ce que, dans vos traditions respectives, vous pourriez vraiment montrer la nature de l'écart entre votre formation d'historienne de l'art américain tel que vous la pensez et ces approches disciplinaires françaises qui ne sont pas les mêmes, selon l'un et l'autre? Merci beaucoup. D'accord. Oui, c'est une très bonne question, et c'est lié au Gaume qui se constitue par rapport, et je pense que c'est le cas, à l'anthropologie. Donc c'est une anthropologie de Lévi-Strauss qui était au départ du formule de Jacques Le Goff. Et j'ai l'impression que Itai parle d'Anthros dans un autre sens qui est intégré. Et peut-être c'est l'idée plus large, et l'anthropologie c'est le plus spécifique dans le formule de Gaume, qui reste historique. C'est un travail sur le Moyen-Âge. Et donc, j'avais pris cette file dans ma carrière pour souligner le côté historique. Mais bien évidemment, en arrivant au troisième moment, il y a aussi une réflexion de Georges Didier Huberman qui s'est fait en 90 déjà, qui s'approche aux idées d'Anthros de Warburg, qui s'approche à Warburg, et qui est une des tranches d'une réflexion sur le passé. Et le Gaume inclut des perspectives très, très différentes. Donc, ça reste une idée d'anthropologie et de l'histoire qui est assez large et peut-être aussi un peu floue pour pouvoir intégrer un groupe de chercheurs des disciplines institutionnelles différentes. Mais je pense que l'anthropologie et pas seulement l'anthros est intégrée dans cette idée. Et c'est au départ, c'est une idée historique du passé qui est centrée sur le Moyen-Âge. Donc, à mon avis,
Itai et moi ne sommes pas si éloignés. Nous avons juste décidé de tracer une histoire. Et évidemment, Bourdieu était très, très important pour les chercheurs à l'École des hautes études. Et est-ce que, comme Bourdieu prend Panofsky, en effet, il prend un texte historique. Panofsky était historien. Mais il y a un lien entre une réflexion sur le passé, comment comprendre le passé, qui est intéressant pour Bourdieu, qui était sociologue. Not to repeat, Laura. I think the French question, I think, is much bigger than just the French question of what's going on here, both in our formation and in that. In the end, this conference asks a very historiographical, but at the same time, very social question. And for me, the moment of 1989, when I was only 1 year old, no, I'm joking, but 1989, that moment that, and Laura showed the Belting Bildung Kult, we know of David Friedberg, The Power of Images. Both of them, in my opinion, originate from French thinking. And both of them arrive in the United States. 91 is the translation of Bildung Kult. 1981 is The Power of Images. They change completely the way we think of medieval art, especially Bildung Kult. If art history, and I think we heard it this morning in some of the lectures, before that was history of styles and history of patronage, became basically history of reception. We can add other things that are happening at the same time. It's the School of Constance in literary criticism. In France, of course, all the things that we mentioned in the lecture. So I was actually formed is kind of now what happens, and I think anyone who teaches United States students, what happens here is today is a very interesting thing. Those of us who were educated before that moment of 1989, or in a tradition that is before the tradition of 1989, were formed according to styles and regions. I still learn, the Romanesque capitals of the Auvergne as a stylistic school, the one of the Provence as a stylistic school, right? And we learned about patrons as a one way of learning about art. But what happened is that we knew all of that, and then we started reading that post-1989 moment. And that, I think, is kind of a constant point of pressure in American education between the need, A, to know the objects, and B, to know the reception of the object, the need to know all the churches of Romanesque style, to know by heart, to be able to identify, Saint-Gilles-du-Gard with one eye open, and at the same time to learn to read all these interesting texts that talk about magic and reception and are basically part of this Bildung Kult, power of images. And I really think that the Annales School, I think Marc Bloch, The Royal Touch, is a completely underestimated art history book in the history of French art history. And that's what's so interested in French art history, is because these things more or less reside. I was fortunate to sit with some people here in 2000, when was that, 2007, in the Garonne, and catalog all of these images together. And it is the coexistence of anthropology in the French sense of the word, history in the general sense of the word, and that interest in images that is very, very much prevalent. Again, just as a note, Kantorowicz in the 20s and the 30s in Germany is very much interested in similar questions that the Annales School is interested in. And it's this kind of a sad historical, I don't know if you know the story, Marc Bloch was shooting his cannon in the First World War, and Kantorowicz was shooting at him. They were both sides of the First World War. And this division is something that was united in the United States, and in mainland Europe was never united. So for us, I think, operating in the United States, the distinguish between what is French and what is German doesn't really exist as it is existing here. Because again, the thing came together. Maybe the American synthesis is that interesting synthesis that is, also refugee-driven synthesis toward the study of medieval art. Oui, et je pense que dans la réponse d'Itai, juste pour reprendre, c'est une description de l'histoire et l'influence des annales en tant que groupe d'historiens avec des concepts clés, mentalité, longue durée, qui sont à la base d'une réflexion, je pense que nous partageons. Merci, je pense qu'on va s'arrêter là.
Oui, Merci. donc je crois que nous avons la pause, c'est ça, c'est ça. pause café jusqu'à... Jusqu'à, quelle heure est-il 16h, ouais. Jusqu'à 16h. Merci Merci beaucoup encore. aux intervenants. Merci. Merci beaucoup. Let's have a coffee break. Mais c'est ça.